Salut Fabien. Salut Chris. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Bah génial, impeccable. Toujours un plaisir de te voir. Bah également, super en tout cas de te rencontrer dans cet endroit fabuleux. Avec un joli décor derrière. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, magnifique. C'est énorme. Magnifique. Donc moi je suis aux Anges. Nous nous trouvons donc actuellement sur Pattaya. Restons secrets sur le lieu. On est d'accord, Ce que je vais faire, c'est que je vais passer directement le micro pour être sûr que le son soit correct pour nous deux. Alors, dans cette interview, en fait, ce que j'aimerais bien, c'est apprendre un petit peu à te connaître. Voilà, voir un petit peu ton parcours, quelles ont été donc tes réussites, tes échecs, comment tu as fait un petit peu pour en arriver là où tu en es donc aujourd'hui. Et j'aimerais aussi également que tu donnes quelques conseils pour toutes les personnes qui nous regardent et qui souhaitent se lancer. D'accord? Alors Fabien, je vais te laisser un petit peu te présenter, dire un petit peu par quoi tu as commencé et puis voilà, après on va enchaîner directement. C'est parti. Je te remercie Chris. Bon alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Fabien, j'ai une chaîne YouTube, je pense que tu mettras les liens dans la description. Bien sûr. C'est grand classique. Donc voilà, j'ai démarré l'entrepreneuriat en 2005, j'avais entre 21 et 22 ans, j'étais encore étudiant. Et j'ai l'étiquette du gamin parti de rien et puis aussi de celui qui a fait son premier million avec les mini-motos. Ok. Donc business avec la Chine, j'ai fait venir mon premier conteneur. Je pense que ça, si vous allez sur YouTube, vous pourrez voir un peu l'historique de ce parcours. Je vais la faire simple, tout simplement, quoi. Ok, donc avant ça, déjà, tu as suivi donc un cursus scolaire un petit peu, comme tout le monde, je suppose. Tu as été jusqu'à où et à quel moment en fait tu as commencé à te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors cursus scolaire comme tout le monde, je pense que c'est pas vraiment le terme. Je dis toujours que on est plus ou moins influencé par les épreuves de la vie. Voilà, j'ai un parcours assez atypique, je suis autodidacte. J'ai réalisé un cursus scolaire qui est plutôt simple. J'ai fait lycée professionnel, bac professionnel et puis ensuite j'ai tenté une année de fac et c'est durant cette année de fac que j'ai créé ma première entreprise. Mais l'esprit entrepreneur, je l'ai découvert à l'âge de 9-10 ans. Mes grands-parents étaient commerçants, c'est eux qui m'ont vraiment donné le goût du commerce, le goût de cette liberté, cette indépendance. Et j'ai tout de suite su que je voulais faire ce métier. Et on m'a mis l'étiquette d'entrepreneur, enfin du moins de businessman plus vulgairement, dès le collège, dès l'âge de 12-13 ans où je faisais déjà des petits business tout simplement pour pas vivre convenablement, mais on fait partie, je fais partie de ces familles où il n'y avait que le papa, je vivais seul avec mon père, le père qui travaillait, donc on partait du principe où il ne fallait pas demander de l'argent à son père, donc on se débrouillait, on faisait des petits business, etc. Et c'est de là en fait qu'est né un peu l'esprit entrepreneur. D'accord. Alors 9-10 ans, ça me paraît quand même très très jeune, c'est vrai. L'étiquette de businessman, donc là ça veut dire que là tu es à l'école. D'accord. Tu as commencé donc à vendre quoi concrètement? Alors, en fait, à 9-10 ans, je me suis retrouvé. J'ai une enfance assez chaotique, si tu veux. J'ai vécu une partie avec ma mère, avec mon père. Ça c'est commun de beaucoup de monde. Mais j'ai découvert le commerce en fait à 9-10 ans avec mes grands-parents parce qu'ils avaient ils achetaient des commerces qui étaient en descente, ils remontaient le chiffre d'affaires qu'ils revendaient par la suite. Et en fait, j'ai travaillé dans l'épicerie, je tenais l'épicerie, j'allais faire les courses, alors je mettais en rayon, etc. avec mon grand-père, et c'est là vraiment que j'ai découvert le métier de commerçant, d'entrepreneur. Ma grand-mère m'expliquait la comptabilité, comment tenir le magasin, comment tenir la caisse, bref. En fait, j'avais une énergie j'avais déjà un plaisir pour ça, alors que déjà, le fait de me lever pour aller à l'école, ça posait déjà problème, tu vois. Mais travailler dans le commerce des grands-parents, alors là, j'y allais, fallait se lever à 6h, 7h, j'étais debout, j'adorais ça, quoi. Et par contre, 13-14 ans, en fait, je suis parti vivre. Je passais une bonne partie de mon enfance dans les tribunaux pour enfants. Et il y a 12 ans, en fait, j'ai décidé de partir vivre chez mon père. Et là, en fait, chez mon père, j'ai atterri dans une petite cité de province, un petit quartier de province,
où voilà, j'ai découvert comment faire des petits business pour se faire un petit peu d'argent. Donc je commençais tout simplement, je suis arrivé à l'époque, c'était un peu l'arrivée du rap avec Première Classe, Secteur A, Doc Gynéco, Pastis, Tommy Bugsy. En fait, il y avait un kiff sur les polos Lacoste et j'allais racheter les polos Lacoste des darons du quartier. On les nettoyait, on les repassait. En fait, je vendais ces polos après, c'était de l'occasion, mais c'était, tu vois, ma définition d'entrepreneur, Chris, elle est simple. Un entrepreneur, c'est pas forcément quelqu'un qui va avoir une grosse entreprise, etc. Un entrepreneur, c'est tout simplement une personne qui décide de trouver un moyen pour faire de l'argent. D'accord. Voilà l'esprit entrepreneur, quoi. Et après, voilà, tu feras des millions si tu le mérites, tout simplement. Ok, super. Donc là, on arrive donc au collège, lycée. T'es un peu celui à qui on demande dès qu'on a besoin de quelque chose, que ça soit sur des t-shirts Lacoste ou alors peut-être des bananes, des chaussures, ce genre de choses. On va dire que tu as un petit peu tous les filons. Tu as les contacts, le réseau. Je pense que c'est un petit peu ça aussi qui a fait que tu pouvais répondre donc à toutes les demandes, à tous les besoins. Et là, donc tu t'es dit, voilà, j'aime ça. J'aime trouver, répondre aux besoins des clients, donc à ta petite échelle. Et tu as commencé à faire un petit peu d'argent. Très bien, donc tu continues ton cursus scolaire. Là on arrive donc à 15-17 ans. Qu'est-ce qui se passe à 15-17 ans du coup? Alors 15-17 ans, c'est l'âge le plus compliqué je pense pour un ado. C'est là où tu peux faire des erreurs, des bêtises. Je suis dans une optique, voilà, j'ai un but, c'est devenir cycliste professionnel. Donc je fais des business à côté, mais mon but il est simple, c'est réussir dans le sport, réussir dans ce que j'aime, quoi. Et à côté de ça, j'ai cette envie, voilà, de faire du business, faire de l'argent, et je commence tout simplement à prendre un peu des mauvais exemples, parce que voilà, tu grandis dans un cadre où les seuls exemples que tu as, c'est des personnes qui font du business qui est pas clean. J'ai pas été narcotrafiquant, j'ai pas fait ceci, cela. J'ai fait du business sans être déclaré, ça je le reconnais. J'ai fait des business qui n'étaient pas forcément un peu de contrefaçon, un peu de conneries comme ça. D'ailleurs des choses que je conseille pas du tout, parce que voilà, le risque c'est quand même d'un jour de payer beaucoup plus que ce que ça t'a rapporté. Et il y a un moment en fait, voilà, j'ai mon entourage, j'ai mes voisins, j'ai tout le monde qui me disent Fabien, voilà, t'es doué pour le business, t'es un démerdard comme on dit chez moi, et il faut que tu trouves un business clean, que tu te déclares, que tu sois voilà dans les règles. Mais le problème c'est que je trouvais pas de business. Quand je regardais un petit peu les charges qu'il y avait en face d'un business que tu crées, je me disais voilà, ça sert à rien, dans 1 an ou 2 ans je suis mort, quoi. Donc je cherchais. Et puis un jour j'ai un ami qui se présente chez moi avec les mini-motos, les pocket bikes, et il me fait part de ce produit. Il me dit voilà, ce produit là en fait ça cartonne, c'est tout le monde le veut. Et en fait je fais une recherche et je regarde entre le prix de vente en France et le prix de fabrication en Chine, 300 €, 50 €. 300 € de vente, 50 € à l'achat, 75 $, voilà. Et là je me dis waouh, il y a des grosses marges. Ça c'est un produit, tu vois, où t'en vends un dans ta journée, c'est bon, quoi, tu vois. Je partais pas dans une optique, je me suis jamais dit je veux faire 1 million, je me suis jamais dit je veux, tu vois, j'accompagne beaucoup de jeunes et je vois un peu le mindset. Ils veulent des chiffres en fait, je veux des millions, je veux ceci, je veux cela. Moi tout simplement en fait je voulais pas finir comme ce que je voyais autour de moi, je voulais pas faire les 3-8, finir à l'usine pour 1200 balles. En fait, c'était ça tout simplement. Et je me dis, voilà, une mini-moto, si j'en vends une dans ma journée, 50 € l'achat, 300 à la vente, j'enlève les taxes, etc. Peu importe, voilà, on va dire j'ai entre 150 et 200 € de bénéfices, quoi. C'est limite 3 jours de boulot pour un salarié lambda, quoi. Et moi, je suis libre. Je me dis ok, et l'importance, on en parlait tout à l'heure en prenant le café, de faire ce que tu aimes, tu vois. De pas te dire je veux faire de l'argent, je veux ceci, je veux cela, c'est de se dire je veux faire ce que j'aime. Et en fait voilà, j'ai monté mon business et j'ai provoqué cette chance, mais qui est arrivée voilà sur 1 million la première année. J'ai investi Orange Juice here, Mango Juice here. Thank you, cap on cap. Voilà, ça c'est la magie du direct. C'est la magie du direct. Et donc en fait voilà, je vais la faire simple parce qu'on s'imagine aussi, on me dit ouais, voilà, t'as investi des gros sous pour faire 1 million. Non, en fait j'ai investi 15 000 €, dont 9 000 € de prêt étudiant, des économies
perso et j'ai taxé en fait le daron et le cousin. Ça arrivait à 15 000, j'ai fait un premier conteneur et ce premier conteneur, j'en ai fait d'autres, etc. À la fin de l'année, il y avait un peu plus d'1 million d'euros TTC. Ça, il faut le dire, quoi. D'accord. Donc, pour toutes les personnes qui nous regardent, moi, il y a une question en fait que je me pose. C'est donc là, t'avais quel âge là? J'avais Chris 21-22 ans. D'accord, 21-22 ans. Donc, il a récolté 9 000 euros de prêt étudiant à peu près, c'est ça. Plus à côté, donc il a pris, il a emprunté de l'argent. Et en fait, moi, ce que je me pose, c'est il y a quand même un gros risque. Il y a quand même un énorme risque de se dire je vais commander pour la première fois un conteneur en Chine pour le faire venir en France alors que je m'y connais pas du tout, tu vois, et au risque de tout perdre si le chinois ne m'envoie pas le matériel et de perdre mes 15 000 euros. Donc ce qui veut dire que moi j'ai emprunté de l'argent à droite à gauche, j'ai dépensé tout ce que j'avais pour faire du bénéfice, certes, mais il y a quand même un gros facteur risque dans la mesure où c'était quand même l'inconnu pour toi. Donc comment tu... Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que tu prennes ce risque? Est-ce que tu appréhendais un petit peu? Est-ce que tu stressais? Combien de temps tu as attendu aussi également le conteneur? Comment ça s'est passé un petit peu là, ce projet-là? Très bonne question. Alors c'est simple, Chris. J'ai... Septembre, je découvre ce produit. C'est en août, mais septembre, je découvre vraiment la recherche, je fais mon sourcing, je vois que ça vient en Chine, les prix d'achat, etc. En septembre, je mets les premières annonces. En fait, je dis, je vais tester tout simplement. Ça, c'est quelque chose que je te conseille, toi qui nous regardes là, tout simplement. C'était une idée sur un produit, c'était de tester un peu le feedback que tu as en posant des annonces, tout simplement. J'ai pris des photos, etc. J'ai bluffé, j'ai fait au bluff. J'ai dit en fait que j'avais un conteneur qui était sur le point d'arriver. J'ai mis le prix des mini-motos, j'ai posé ça sur des sites et j'ai regardé le feedback. J'ai posé ça le matin, l'après-midi j'avais déjà des premiers coups de téléphone, j'ai vu que le produit était très chaud, quoi. Et en fait voilà, j'ai dit allez, je me lance, je connaissais absolument rien à l'import, j'étais vraiment un newbie et j'étais voir le banquier, etc. J'ai vu si je pouvais avoir les fonds, parce qu'en fait le jour où je pose l'annonce, l'après-midi, j'ai quelqu'un qui me dit voilà, je veux 50 mini-motos. On parle de 50 déjà, tu vois. Le soir, j'ai une personne qui me dit je veux 20 mini-motos. Je dis waouh, ça se vend comme du petit pain, c'est la folie, il faut vraiment y aller, quoi. Donc je te la fais court, je me retrouve à réussir à obtenir un prêt bancaire étudiant officiellement pour acheter une voiture. Et là je me dis, je connais absolument rien au métier de l'import, d'importateur. Je connais pas les normes, je connais pas le dédouanement, je connais pas un transitaire, bref, je sais pas. Mais je sais qu'il y a de l'argent à faire, tu vois. Et je sais que j'ai besoin de faire de l'argent. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'apprends le métier d'importateur en un après-midi. J'appelle ceci. On me dit d'appeler les douanes, j'appelle les douanes. Les douanes, j'appelle un transitaire. J'appelle quelqu'un qui fait la mini-moto. J'appelle des fabricants. Bref, en fait, je fais le maximum pour avoir le maximum d'informations, tout simplement. Et donc, je commande ce conteneur. Et là, je me dis, waouh, où est-ce que je vais? Je me dis, bon, quand tu n'as pas d'argent, que tu es étudiant, 9 000 euros, c'est une très grosse somme. Je me dis, attends, si ça plante... Waouh, je vais quand même devoir rembourser ce crédit pendant 3-4 ans peut-être, tu vois. Je vais être dans le dur, encore plus dur que la situation dans laquelle je suis, quoi. J'ai un oncle d'ailleurs à qui je fais part de ça et qui me dit mais Fabien, de toute façon, si tu te plantes, 9 000 euros, c'est rien dans une vie. Tu vas bosser, allez, 5-6 mois, ça sera remboursé, quoi. Mais tu auras tenté, tu auras essayé de créer une entreprise, tu vas tenter, tu vas apprendre des choses, tu auras mis un pied dans l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que ça m'avait plutôt rassuré dans mon choix. Mais quand le conteneur, entre le moment où tu payes la marchandise et le conteneur arrive, tu sais pas dans quel état va être ta marchandise, tu sais pas si elle va être dédouanée correctement. Tu n'as même pas vu les motos parce que tu as acheté sur internet, tu vois. Tu sais pas si la qualité est bonne, bref. Je savais même pas qu'il allait avoir un SAV, bref, je suis vraiment allé en mode autodidacte 2.0, le mec qui recule devant rien, tu vois. À l'arrache, hein, faut le dire. Voilà, à l'arrache, mais quand t'as faim, tu sais, on a eu une discussion au sujet du métier d'entrepreneur, Chris, où je t'ai dit en fait, il y a plein de personnes qui disent ouais, entrepreneur, mais en fait entrepreneur c'est un métier, quand t'as pas le choix tu deviens entrepreneur. Quand t'as besoin de manger, quand t'as besoin de faire de l'argent, en fait, tu deviens entrepreneur. Moi, c'est la seule chose que je pouvais faire. C'est le métier que j'adore, pour moi c'est le plus beau métier du monde, on a la liberté, etc. Mais en même temps, j'avais pas d'autres moyens si je voulais m'en sortir que le métier d'entrepreneur, quoi. Ok. Donc là, si j'ai bien compris, pour récapituler un petit peu ce qui s'est passé, c'est qu'il fait un prêt
avant de commander, donc très important pour réduire le facteur risque, eh bien, il fait un feedback, donc il pose des annonces sur le Bon Coin, je suppose, sur des sites un petit peu à droite à gauche, pour voir eh bien, s'il y a des personnes qui sont intéressées par le produit. Là, il se rend compte qu'au bout de quelques jours, eh bien, on le contacte pour avoir des commandes de 50 motos, 20 motos. Il se dit, bon, d'accord, là, il y a quand même pas mal d'argent à se faire. Et à la base, il était parti, donc je le rappelle, sur la vente de 1 à 2 motos par jour, uniquement, juste histoire de, voilà, de retomber un peu sur ses pattes, mais il voyait pas, en fait, c'est une grosse opportunité de la sorte. Donc, il décide eh bien, de se former rapidement, donc en appelant, donc en faisant une petite étude de marché, et en appelant donc les douanes, en appelant un petit peu tout ce qu'il faut pour mener à bien, eh bien, l'importation donc des motos. Ça arrive au bout de combien de temps? Une fois que tu as réceptionné, qu'est-ce qui se passe? Tu stockes où? Comment ça se passe? Comment tu fais? Comment tu te débrouilles pour la revente? Parce que bon, un conteneur avec, il faudrait que tu nous dises aussi combien de motos ça représente. Et comment tu as fait pour liquider le stock? Alors en fait, j'ai passé commande en septembre, j'ai été livré en novembre, pendant les périodes de fête. 150 mini-motos. Lorsque j'ai passé la commande du conteneur, j'avais déjà la moitié du conteneur qui était vendu aux clients dont je te parlais qui en voulaient 50. Okay. Après je l'ai appelé, j'ai dit écoute, je vais être transparent avec toi, je suis sur le point de commander le conteneur. J'ai testé, il n'est pas sur la route, il va être en fabrication. Okay. Et je lui ai dit tu voulais 50 mini-motos, si tu en prends 75, là on fait un deal, je te fais un deal que tu pourras jamais trouver ailleurs. J'ai margé vraiment très peu. Vraiment très peu. Tu étais sur une stratégie de quantitatif. Ouais, parce que là, le but, c'était en fait de faire venir le premier conteneur. Je me suis dit 150 mini-motos, c'est beaucoup pour quelqu'un qui démarre. Je sais pas combien de temps je vais mettre pour les vendre. Donc le but, en fait, c'est d'en vendre en gros, en tant que grossiste, faire la moitié à une personne qui lui va vendre de son côté. Moi, après, il va me rester la moitié à vendre. Sur cette moitié, j'avais aussi la personne qui en voulait 20. Donc là, j'avais déjà 20. En fait, il me restait un quart de moto à vendre. Et moi, je suis parti dans mon optique de me dire, voilà, en fait, je vais gagner de l'argent sur ce quart de conteneur. Le reste, c'est du flux, en fait. C'est pour rembourser aussi également. Voilà, que ça arrive, ça repart. Comme ça, j'ai déjà la trésorerie qui revient. Et voilà, je vais pas. Parce que si je vends une moto par jour, j'en ai pour 150 jours, ça va être très long, quoi, pour faire du cash, quoi. Et donc, pour répondre à ta question, donc, je reçois le premier conteneur. Le premier week-end, j'ai déjà vendu. Il me reste un quart du conteneur, donc. Et en fait, j'ai un revendeur près de chez moi qui vient et qui me dit ouais, tes machines sont vraiment top, je veux un conteneur. Donc je lui fais un conteneur, j'en reprends également un, donc ce qui fait que la machine est lancée. 1 million la première année, je développe ce business à plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je deviens leader sur ce marché parce que après les mini-motos, je surfe sur les quads chinois, les scooters chinois, les dirt bikes où je suis précurseur. Je crée de nombreuses marques sur les accessoires également, les casques. Je crée un réseau en France, les dom-tom également. Je suis présent en Europe, Belgique, Luxembourg, également au Maghreb. Bref, je développe le business très rapidement. Tu as quel âge là ? Là, vraiment au pic, je dois avoir, quand vraiment je développe au maximum, je dois avoir 26 ans à peu près. Tu vois. D'accord. Donc 26 ans. 26 ans, tu es à la tête d'un mini-empire, enfin, pour pas dire un empire, avec des commandes un peu partout en Europe. Qu'est-ce qui se passe? Du coup là, tu es tout seul, tu gères tout, est-ce que tu délègues? Comment ça se passe pour le développement un petit peu de ton entreprise? Explique-nous un petit peu, parce que tu es seul à la base, donc tu te débrouilles un peu seul, mais je pense que tu peux pas rester seul. Quand tu arrives quand même à ce niveau-là, tu es obligé, je pense, de déléguer pour pouvoir scaler, voilà. Et parce que sinon tu travailles 12-14 heures par jour. C'était quoi un petit peu ton emploi du temps, ta gestion un petit peu là? Alors là, je passe, attention, entre le moment où je fais le premier million la première année et puis où j'arrive à 2 millions, où j'achète un entrepôt de 2000 m², j'ai une équipe d'une dizaine de salariés.
secrétaire, comptable, bref, là, attention, je suis devenu chef d'entreprise, je suis plus le petit jeune le petit jeune qui démarre parce que j'ai oublié de te dire aussi, j'ai démarré le premier conteneur, on l'a reçu dans le logement familial, un logement social avec mon père. Le conteneur prenait absolument toute la maison, il nous restait juste la chambre pour dormir et la cuisine pour manger. Tu vois un peu un logement social, la dimension que ça fait, on a rempli de 2 motos le logement, tu vois. Mais après voilà, j'ai acheté l'entrepôt qui était... J'ai eu un circuit en fait, j'ai ouvert une première boutique de 12 mètres carrés, ensuite le plus grand magasin du centre-ville, ensuite j'ai acheté l'entrepôt qui est maintenant, je loue maintenant un importateur de meubles. Et là, je suis passé lors de l'autodidacte, on va dire le bricoleur, le démerdard, au véritable chef d'entreprise avec également des consultants qui m'accompagnaient dans mon développement. Voilà, j'étais sur le chemin du développement, on visait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et une petite claque dans la gueule, des erreurs, je vais te repasser le micro, mais des erreurs que l'on fait beaucoup lorsque l'on est jeune, la grosse tête quoi. Ok, donc là tu es en pleine ascension, tu es au pic de ta réussite, tout marche bien, tout est cool. Bon, je pense qu'à 26 ans, quand on brasse plusieurs millions, quand on fait un chiffre d'affaires de plusieurs millions dans l'entreprise, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Est-ce qu'on a la grosse tête? Est-ce qu'on voit les choses différemment? Est-ce qu'on devient je veux pas être vulgaire, mais est-ce qu'on devient une grosse tête hautain qui regarde les gens un petit peu, voilà, tac, allez, non, t'es pas à mon niveau. Qu'est-ce qui se passe un petit peu dans ton pic d'ascension? Alors, j'ai fait des erreurs. J'ai été... je pense que j'ai eu un moment où la grosse tête, pas dans le fait de prendre les gens pour, quand tu dis hautain, c'est prendre les gens pour de la merde tout simplement. Ça jamais, j'ai toujours été au contact, j'ai gardé les mêmes potes, les mêmes ennemis, tout ça, etc. Ça, je suis fidèle à moi-même. Mais par contre, j'ai fait une grosse erreur et ça, c'est très important, Chris. J'ai oublié que la vie, elle était dure pour beaucoup. Et j'avais l'impression en fait, pour moi, lorsque tu faisais du business, que tu étais pas bon, tout simplement que tu étais pas malin, que tu étais pas un démerdard, que tu es pas... En fait, j'avais la grosse tête et j'oubliais que la vie elle était dure pour beaucoup de monde. L'argent était tellement facile, le business était tellement facile honnêtement, que j'ai arrêté ma progression. Plutôt que de me développer, pas développer seulement mon business, mais développer personnellement, mon développement personnel, j'ai complètement stoppé. J'ai commencé à investir dans ce qu'il fallait pas, à claquer du fric, à rouler en Porsche. Là, j'en avais largement les moyens, c'est pas ça la question. Mais c'est des choses dont j'avais pas forcément besoin. Et j'étais plus concentré sur le développement de mon business. Je partais un peu en vrille, quoi. Je faisais plus les choses sérieusement, quoi. Ok. Donc qu'est-ce qui se passe du coup? 26, 27 ans, tu te reposes un petit peu sur tes lauriers, t'es plus dans le développement, t'es plus dans automatiser un petit peu un business qui marche, plus ou moins tout seul. Quelles ont été les erreurs que tu as pu faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors cette entreprise, elle a duré 9 mois. 9 ans, excuse-moi. Elle a duré 9 ans, pratiquement 10 ans. Donc je suis à peu près, j'arrive à 30 ans. Là j'ai un cycle, si tu veux, un cycle où tout me réussissait, le business était facile et j'arrive à un moment où là la roue tourne en fait. Il y a des cycles comme ça dans la vie où la roue tourne, les banques se retirent, les partenaires chinois se retirent également, bref ça devient très tendu. En fait en 1 an je perds 50% de mon chiffre d'affaires. Je passe de 2 millions de chiffres à 1 million et des poussières. Alors là, j'ai trop de frais, j'ai trop de charges, donc je commence à remettre des billes, etc. Parce que je me dis, voilà, ça va repartir. Et en fait, je fais l'erreur de beaucoup, en fait. Et l'erreur du départ, en fait, c'est aussi cette erreur, je pense, qui a fait que j'ai perdu cette boîte, que j'ai planté cette boîte. Malgré les bâtons dans les roues, les aléas, etc. Bien sûr qu'on m'a pas fait de cadeau, mais j'ai aussi ma part de responsabilité. J'ai laissé parler l'ego. Dans le business, il n'y a pas d'ego, si tu veux. Quand tu sens que le business devient compliqué ou ça va plus, en fait, tu arrêtes. Alors ok, il y a des tempêtes, ok, voilà, il faut insister, il faut forcer, mais il y a un moment où tu ne dois pas y laisser tes plumes juste pour tout simplement
te dire il faut que je garde la tête haute, il faut que je reste le meilleur, etc. C'est pas bon. J'ai fait cette erreur-là. Donc ça devient compliqué, je perds cette entreprise. Heureusement, quand je sens que le business est en train de descendre, je crée un concept de fitness, une salle de musculation, boutique de nutrition, fitness, voilà, etc. Mais par contre, je suis sur un business où ça gagne pas d'argent, mais par contre, c'est super kiffant sur le côté humain. Et je vois en fait la boîte d'import qui commence à descendre. Et il y a un moment, voilà, je suis obligé de me rendre à l'évidence. On arrive au point le plus critique, celui qui fait vraiment le plus peur à un entrepreneur. C'est le tribunal de commerce, la liquidation judiciaire. Et je me mange également une interdiction de gérer pendant 5 ans, la totale, pour un entrepreneur, pour un mec qui sait faire que ça, et surtout pour quelqu'un qui a fait tout simplement le nécessaire pour sauver sa boîte. Mais tu sais, dans le business, quand tu es autodidacte, entrepreneur, à jeune parti de rien, tu te fais beaucoup de jaloux et beaucoup d'ennemis. Et quand tu poses un genou à terre, il y a des personnes qui vont tout faire pour que tu n'arrives pas à te relever, quoi. Mais choses qu'ils n'ont jamais réussi à faire. La preuve est encore, on est là, on est ici, quoi. Ok, donc là tu passes au tribunal de commerce, tu es en pleine liquidation judiciaire, là c'est la tourmente. Voilà, c'est le gros passage un peu noir. Tu perds tout ou pas? Comment ça se passe? Est-ce que tu perds tout? Non, je perds pas tout parce que j'ai une très bonne équipe on appelle ça les conseils, c'est-à-dire avocats, comptables, etc. Ça c'est super important dans le business d'être entouré de professionnels. J'aurais pu perdre beaucoup, bien sûr. Mais heureusement que les avocats étaient là pour faire le nécessaire. J'ai toujours mon immobilier, mes sociétés immobilières, etc. J'avais toujours ma salle de sport. Mais par contre, sur la partie import, voilà, j'ai perdu mon entreprise. J'avais à l'époque encore à peu près 700 000 euros de stock. Au fur et à mesure, ça a descendu. Ça a été liquidé. À la fin, il devait rester 150 000 euros de stock. Tout ça, je l'ai perdu et j'ai remis des billets aussi au fur et à mesure. Mes économies perso, ils sont passés. Bref, j'avais plus de cash. Il me restait de l'immobilier, il me restait ma salle de sport. Donc officiellement, j'étais pas, on va dire, sur la paille, mais j'avais plus de cash, tu vois. Très compliqué, quoi, parce qu'en plus je suis dans une activité où je bosse beaucoup, le fitness, j'ai une équipe de boxe également, je fais des événements, bon, c'est beaucoup de bénévolat aussi. Je passe en fait d'un côté pur business sans côté humain, un côté super humain avec peu de business, où il y a peu de bénéfices. Mais en fait, ça me remet les pieds sur terre. Je me rends compte qu'il y a des choses qui sont super importantes aussi, les gens que tu as autour de toi, les choses que tu aimes. C'est un côté noir comme tu dis parce que je pose un genou à terre et en fait j'ai ma fierté qui prend un coup parce que je passe du jeune qui cartonne où tout lui réussit au jeune en fait qui a quand même planté sa boîte et ça c'est quelque chose qui me reste encore, tu vois, je l'ai encore dans les tripes, tu vois. Mais ça a été ma plus belle expérience. J'ai toujours qu'il n'y a pas d'échec. C'est que des expériences, d'ailleurs c'est une phrase que j'ai empruntée à l'immense Tony Robbins, mais là c'est vraiment la preuve, c'est que des expériences en fait. Tu as un échec, ok, sur le plan on va dire comptable, ça a été un échec, pour certains ça va même être une catastrophe si tu te places du côté des tribunaux, du tribunal de commerce, mais ça a été une super expérience pour moi parce que je suis monté, je suis tombé, j'ai perdu beaucoup, mais j'ai prouvé aussi que même dans la tempête, en fait, on me mettra jamais à genoux, je me relèverai toujours et j'ai en fait compris réellement l'importance de mon mindset et j'ai également compris, voilà, qui j'étais, la force que j'avais en moi parce que monter un business, gagner de l'argent, tout le monde sait le faire. Perdre un business, tout le monde sait le faire aussi. Rebondir après tout ça, on est vraiment peu. Là, c'est vraiment ceux qui ont vraiment la niaque, qui ont vraiment faim et qui ont un mindset, en béton, tout simplement, quoi. Okay. Et là, il y a un point crucial, un point indispensable pour tous les entrepreneurs, c'est la remise en question. Voilà ce qui s'est passé. J'avais fait d'ailleurs une vidéo là-dessus à ce sujet. La remise en question pour un entrepreneur est indispensable. Et c'est ce qui s'est passé avec toi, donc Fabien. C'est que donc
tu as eu une grosse montée, une chute qui a été très rapide, je suppose, plus rapide que la montée. Ça, voilà. Là, tu as le genou à terre. Tu décides de faire quoi maintenant? Donc, je présume que les motos, bon, bah ça c'est fini, tu mets ça un petit peu à gauche. Tu décides de faire quoi pour remonter? Et dans quel état d'esprit tu étais? Tu te disais quoi en fait au juste? Est-ce que tu avais encore confiance en toi? Est-ce que tu avais encore confiance en tes capacités de businessman, d'entrepreneur? Qu'est-ce qui s'est passé et maintenant tu fais quoi concrètement? Alors, je vais t'avouer, et je te l'ai déjà avoué, j'ai eu un gros doute. Je suis arrivé à une période où quand j'avais le genou à terre, je me suis dit voilà, en fait, tout le monde dit que tu es un entrepreneur doué, etc. Et en fait, tu as eu un gros coup de cul sur les mini-motos. Tout le monde pense que voilà, tu as fait des millions, que tu es fort dans ce que tu fais, mais tu as juste eu un gros coup de chatte. Voilà quoi j'ai pensé à ce moment-là. Je me dis, j'ai planté mon business. Et à ce moment-là, je me dis, la chose la plus importante, c'est vraiment que les personnes qui me sont vraiment chères, c'est-à-dire mon père, ma soeur, ne perdent pas la confiance qu'ils ont en moi, tu vois. Et en fait, je traverse cette tempête, je dis rien, je garde ça pour moi. C'est très dur, mais mon père, un papa, une sœur, t'as pas besoin de leur parler, ils savent très bien ce que tu ressens. Tu sais, on a le même sang. Et un jour, en fait, je dis voilà, bon, je vais arrêter de montrer que tout va bien, je vais arrêter de jouer le dur. Et je vais leur dire tout simplement. Je vois mon père et je lui dis écoute papa, c'est difficile, tu vois. Et il me dit bien sûr que c'est difficile, tu crois que je ne vois pas ce que tu traverses, tu crois que je vois pas sur ta tête depuis des mois et des mois. Et tu vois, j'avais peur en fait que mon père perde la confiance qu'il avait en moi parce que c'est quand même mon daron. Et il me dit je m'inquiète pas pour toi, tu vas rebondir. Là c'est un cycle. C'est un cycle, voilà, c'est compliqué, mais je m'inquiète vraiment pas pour toi, tu rebondiras toujours. Et à ce moment-là, je me dis, putain, mon père, il me voit vraiment comme quelqu'un, il a une image de moi, voilà, je suis son fils, voilà, on est tous pareils, nos enfants, c'est les plus beaux, les plus forts, etc. Et je me dis, bon, il se plante, quoi. Et je vois ma soeur quelques jours après, voilà, je lui dis, bon, je vais partir, je vais vendre certainement la salle de sport. Je sais pas ce que je vais faire, bref, je suis en train de je me dis ça devient compliqué, t'as vu en France, ils sont vraiment sur mon dos, ce liquidateur, etc. Je vais même pas en donner plus d'informations pour pas que ça me cause de soucis. Et ma soeur me dit mais Fabien, pars, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Et de toute façon je m'inquiète pas pour toi, tu t'en sortiras toujours, tu vois. Je me dis merde, c'est ma soeur aussi, elle me voit, tu vois. Et puis je me dis allez, les choses se font, etc. Je me dis allez, je vais vendre cette salle de sport parce qu'on quelqu'un qui vient qui me dit je veux acheter ta salle, donc je me dis là c'est le moment, t'as vu, j'ai envie, quelqu'un a envie de l'acheter, bref. Allez, je commence à me voir vendeur. Et en même temps je me dis tout ce parcours que j'ai eu en fait. J'ai des compétences dans l'import-export, j'ai eu du succès, j'ai fait une salle de sport, de la nutrition. J'ai quand même, tu vois, j'ai toujours motivé dans le sport, dans le business. J'ai toujours ce truc-là de pousser les gens. J'ai des compétences dans le business. Je dis voilà, il y a plein de mecs qui font des trucs sur YouTube, etc. qui sont pas forcément, ils n'ont pas de background. Je dis voilà, je vais faire ça en fait, tu vois. Je vais parler de mon parcours parce que j'ai de la chance d'avoir fait des millions, d'avoir tout perdu. Et d'être encore là quand même, tu vois. Donc je me dis allez, je vais commencer à faire des trucs sur YouTube. Je parle de l'import-export, je fais des petits trucs. Entre temps, je mets la salle en vente et avant de partir, je dois partir en septembre. Et quand tu vois que la vie, les choses sont bien faites, j'ai des relations dans le business qui me branchent sur un conteneur de vin en fait, tu vois. Je pars à Bordeaux, etc. Je vous la fais court parce que sinon ça va durer 10 minutes. Et en fait, au départ c'était 10 000 bouteilles, on a enchaîné sur 100 000 bouteilles et puis je suis parti à l'étranger. Je suis parti comme ça avec un but, c'est maintenant de continuer ce que j'ai mis en place sur YouTube, c'est-à-dire le coaching, l'accompagnement, le consulting
Et puis de faire des conférences. J'avais l'image en tête de faire des conférences avec milliers de personnes. C'est le but, parler de mon parcours, motiver, etc. Et puis je pars comme ça avec en fait pas réellement de projet. Je décide de vendre ma salle et de partir. Ok, donc là tu vends ta salle. Tu te dis, bon, il y a quand même un outil qui représente une grosse opportunité, qui est donc YouTube. Même pour pas dire la première télé la plus regardée dans le monde. Et tu te dis, bon bah voilà, moi j'ai fait des millions, j'ai eu un échec, mais je suis encore là, voilà, je suis encore motivé. Et parler devant un public, eh bien, ça t'excite, je pense que quand je dis ça t'excite, ça te plaît, voilà. Comment ça se passe? Du coup, tu te dis tu vas faire du contenu, tu fais quoi en fait? Et voilà, tu vends ta salle de sport, très bien. Et après, parce que là tu passes d'une vie Porsche, maison, un petit peu la belle vie, à quelqu'un qui a pas presque plus rien, mais qui change radicalement de confort de vie. Je décide en fait, crise, de faire ce qui me plaît, ce qui me fait vibrer. Je me dis voilà, le côté financier c'est une chose, mais je veux faire en fait ce que j'aime. La salle de sport, j'étais arrivé à saturation. J'essaie de partir en Asie. Je me dis voilà, j'ai besoin, à ce moment-là, j'ai besoin de reconnaissance avec un public. Je me dis il faut que je monte sur scène, il faut que j'ai des personnes qui m'applaudissent. J'ai besoin de... En fait, on recherche ça au début, tu vois, des choses qui ont changé par la suite. Et je me dis en fait, tout ce que j'ai fait dans le business, je veux que ce soit ma carte de visite. Donc je vais tout reprendre. Mes business, j'ai en parlé dans les vidéos, je vais aller en Chine, je vais faire des vidéos sur la Chine, je vais faire des vidéos sur ma salle de sport, je vais faire des vidéos sur les personnes que je coach, etc. Bref. Et quand je pars, je suis recontacté quelques mois après par cette entreprise qui m'a demandé d'importer le vin. Ils me disent voilà, en fait on est satisfait du branding, parce que j'ai créé une marque, un branding, un produit, j'ai trouvé le vin, les exclusivités, bref, j'ai fait un très bon travail. Et ils me disent voilà, on a l'intention vraiment de se développer, on voudrait en fait que tu te charges de tout l'achat de notre vin. Why not? À ce moment-là, on est le 26 décembre. Pourquoi le 26 décembre? Parce que j'ai ma fille qui arrive, ma petite fille qui arrive le jour-là de Thaïlande, de France en Thaïlande pour passer les fêtes. Et en fait là, c'est, on va dire, le nouveau cycle qui démarre. C'est ce groupe asiatique me dit voilà, on t'invite à Hua Hin, on a un hôtel, tu restes là avec ta fille pendant une semaine, 10 jours, le temps que tu veux. Tu réfléchis à notre proposition et tu également nous dis combien ça coûte en fait de t'avoir avec nous en tant que consultant sur ce projet-là, quoi. Bon, je dis ok, on va voir, tu vois. Parce que je veux être consultant, mais je veux pas non plus que ce soit trop un consultant qui se rapproche un peu du salariat, tu vois ce que je veux dire, parce que sinon ça m'intéresse pas du tout. Et en fait, on est au bord de la piscine avec ma fille et sa maman, et puis j'entends, je vois des cars déjà les jours d'avant, des cars arrivés de Chinois, etc. Et puis j'entends une salle avec micro, etc. C'est plus fort que moi. Je vais voir, j'ouvre la porte, je regarde et là je vois, putain, il y a une scène, il y a un mec qui motive les troupes, tu vois. Je retourne m'asseoir, j'attends, c'est un truc de ouf là. Il y a ce que je veux faire, quoi. Et c'est l'entreprise pour laquelle en fait je vais faire le PINA, qui a aussi une branche dans le MLM, dans le développement perso, dans tout ça, quoi. Je me dis attends, là c'est quand même une opportunité. Je prends mon téléphone et je dis en fait j'y vais au bluff. Je contacte le big boss, je dis c'est quoi en fait, je vois qu'il y a quelqu'un qui fait un speech au micro, etc. Moi je suis speaker, quoi. Il me fait ah bon. Et à ce moment-là, je venais de remporter le Web Entrepreneur Day, qui est organisé par Antoine Pétavin, et puis j'ai oublié le prénom de cette formidable femme qui l'accompagne. J'ai oublié, désolé. Et donc j'avais remporté ce passage sur scène. Donc je lui envoie la photo. Je lui dis regardez, voilà, je suis en février au théâtre à Paris. Il me dit ok. Il me dit ok. Il garde ça en tête, tu vois. Je fais quelques petits déplacements avec eux. J'organise des business avec le vin. Et puis un jour, je me retrouve à Macao. Je me retrouve à Macao, la chaîne YouTube grandit, je fais mes accompagnements à côté, etc. Et puis à Macao, là, il se passe, on va dire,
le comeback, un peu comme un boxeur qui a posé le genou à terre. Là, c'est un truc un peu ouf qui se passe, tu vois. Je me retrouve à faire un reportage télé sur moi, tu vois. C'est un peu ouf ce qui se passe parce qu'on me dit voilà, il faut que tu viennes à Macao, tu vas venir avec nous, mais je sais pas vraiment ce qui va se passer à ce moment-là. Et je comprends rien, Chris. Je me retrouve avec le petit reportage télé, mais je me dis voilà, pourquoi on m'envoie un texte. On m'envoie un texte un matin sur mon WeChat, un truc super inspirant. Je vais dans la suite du boss, il me dit voilà, ça a été le texte. En plus, il parle pas anglais, tu vois, alors on se comprend. Je fais ouais, super. Dans la voiture, juste après le reportage de Télé Macao, j'ai le chauffeur qui me dit ça va aller sur scène. Alors là, je comprends rien, tu vois, j'y attends quoi sur scène? Bah, il y a 1500 personnes et c'est toi qui es le guest, hein, c'est toi qui fait l'ouverture, c'est toi qui fait ceci, qui fait cela, waouh. Et je dis, et le speech, il va falloir que je le prépare. Ouais, je fais même pas le rapprochement avec ce que j'ai reçu sur mon téléphone, tu vois. Après, ça me revient, si tu veux, je dis, ça y est, c'est ça, alors. Voilà le grand jour, je me retrouve à découvrir la scène. Je vois le nombre de... J'y vais avant, si tu veux, je vois le nombre de fauteuils, etc. Ah, je me dis, mais c'est un truc de ouf, j'ai jamais fait de scène, quoi. Je me dis, t'as voulu faire de la scène, t'as voulu faire le bonhomme, tu vas maintenant montrer que t'as les coronesses, quoi. J'ai jamais fait de scène, Chris, je dis franchement. Je connais rien absolument à ça. Là, on est en Chine. À Macao, tout à fait. En 1500 chinois. Tout à fait. D'accord, qui sont plus ou moins investis. Enfin, c'est quoi le public un peu? Il y a des investisseurs, il y a des membres de réseau, des boutiques en Chine, bref, des acheteurs, okay. Des mecs pointus dans le business, ouais. D'accord. Et je me dis, voilà, maintenant c'est ton comeback, quoi. Je fais des snaps, tu vois, je dis voilà, bah dans 2 heures les mecs, je suis sur scène. Et les mecs qui connaissent mon histoire me disent, Fabien, ça y est, t'es en train de te relever, quoi. Tu vois, Chris, à ce moment-là, j'ai une chair de poule, j'ai les larmes aux yeux, tu vois, parce que je sais que j'en ai vraiment bavé. Ce que je t'ai raconté là, c'est un quart. On en a parlé, on a parlé beaucoup plus ensemble, mais j'ai un peu de pudeur. Et là, je me dis, putain, c'est ce putain de comeback que j'attends là, tu vois. On est sur le point de monter sur scène, il y a la queue, tu vois, il y a le public, tout ça. Ils nous font passer un par un, tu vois, avant de rentrer dans la salle, tu vois. Et là, j'ai l'ancien qui me dit, alors Fabien, t'as pas trop le trac? Et là, je lui dis, non, mais j'ai pas le trac du tout. Quelqu'un qui avait tendance plutôt, parfois, à avoir un peu de stress, de trac quand il le fallait. Le fait d'avoir traversé ces difficultés à ce moment-là, Chris, il n'existe plus le trac, tu vois. Okay. Je me dis là, je suis un lion, quoi. Ouais. J'arrive, je me dis, putain, pour ma famille, pour moi, tu vois, je me dis là, je suis en train, tu vois, de me relever, quoi. Okay. Et aussi le fait d'avoir pensé que j'étais mauvais, là, je suis en train de prouver que, tu vois, je suis un bon, quoi. J'arrive sur scène, Chris, j'ai l'impression d'avoir fait ça toute ma vie, tu vois. Freestyle, blablabla. Pas d'erreur, les mecs ont l'impression que je suis un putain de speaker. Il y a des mecs dans la salle qui me repèrent. Je remets, je vais m'asseoir, j'y retourne, j'ai le public, on me demande des autographes, les photos, j'ai le reportage télé qui est balancé sur les grands écrans, sur ce que vous pouvez voir sur ma chaîne, c'est la vidéo qui est dessus. Je remets le jour-là les clés de 10 Porsche Panamera, il me semble, je confonds toujours Panamera et Cayenne. La vidéo est aussi sur la chaîne YouTube, je sais plus c'est quoi, bref, je sais pas ce qui se passe, quoi. À partir de ce moment-là, bon, je suis heureux comme pas possible. J'ai cette reconnaissance que je cherchais, Chris, tu vois. Les gens, en fait, je pense que les gens qui cherchent à faire de la scène comme moi, il y a un moment, en fait, tu as besoin de montrer en fait qu'on t'aime, que tu es apprécié, c'est ce qu'on recherche, tu vois. Et suite à ça, en fait, je fais Macao, après je fais
Wuhan, une conférence un peu plus petite de 800 personnes. Je monte à Hong Kong à plus de 2000 personnes. Après, j'ai fait les Philippines, j'ai fait Bangkok, j'ai fait encore Macao, j'ai refait Hong Kong. Bref, je dois en oublier certainement. Milliers de personnes à chaque fois. Et je me rends compte ensuite également que c'est plus ce que je veux faire au niveau de la scène, tu vois, parce que je suis comblé. Okay. Je suis arrivé à Hong Kong où je monte sur scène peut-être 5 ou 6 fois le jour-là. J'ai l'habitude des photos, les gens qui veulent un peu s'accaparer quand je suis là-bas. Et en fait, je prends ma dose de ça et je me rends compte que sur scène, je me rends compte en fait, je suis comme ça. Je me dis merci la vie, c'est formidable, j'emmagasine tous les applaudissements. J'ai toujours les petites larmes, moi je suis quelqu'un tu vois, qui est assez naturel et sensible. C'est tellement beau, tellement bon que tu vois, j'ai ma petite larme qui est là que je contrôle. Je me dis putain, tu kiffes, c'est super, c'est mérité. Et je me dis Fab, là en fait voilà, t'as 2000 personnes, t'as fait plus que ce que tu voulais, c'est quoi le but? 10 000 50 000 Je vois que c'est plus ça qui me fait kiffer en fait, tu vois. C'est autre chose. Et je me dis voilà, je continuerai à faire les conférences pour le business, je continuerai à faire des conférences que je vais faire en France également, des séminaires, mes propres séminaires, mais c'est plus, on va dire, mon moteur principal, j'ai assouvi ce besoin en fait. Très beau parcours, waouh. Je sais pas si... Ouais, c'est juste énorme, enfin, moi j'entends ça, je me dis, ok, magnifique. Donc là, ok, tu fais de la scène, devant plusieurs milliers de personnes, tu kiffes parce que bon bah c'est vrai que tu as ce sentiment aussi de gratitude quand tu es sur scène, ça doit être juste énorme, tu donnes énormément de valeur forcément, tu te fais repérer donc ça t'ouvre des portes sur de nouveaux horizons, sur de nouveaux types de business. Faut savoir que les conférences donc en Chine c'était en français, hein. Donc quand tu es monté sur scène tu parlais en français. La première était en français, okay. Parce que c'était en rapport avec un produit français, le vin ou okay. Mais là après on est passé sur de l'anglais bien sûr. Ok, d'accord. Donc pareil, tu parlais pas anglais Je parle anglais, bon. J'ai pas un anglais, de toute façon dans le business, t'as pas besoin d'avoir un anglais, on n'est pas professeur, etc. Je sais parler un anglais business, je suis loin d'avoir un anglais américain, etc. Mais par contre, voilà, quand j'ai le texte, je le travaille, je fais vraiment attention aux prononciations, à l'accent, etc. Tu vois. Ok, bon quand même, au moins ça. T'es quand même sur scène devant 1000 personnes, faut quand même moi réviser un texte quoi. C'est la poésie de l'école. Ok, donc là, bim, tu te dis, bon bah voilà, c'est bien les conférences, mais maintenant, bah toujours pareil, petite remise en question, qu'est-ce que je fais à cette époque-là, tu gagnais combien là? Est-ce qu'on peut parler un peu de chiffres quand tu montais sur scène? Avec les business de vin et tout ça. On parlera pas de chiffres tout simplement parce que fiscalement parlant, je suis très suivi. D'accord. Très suivi, tu vois. Donc, à côté de business de moto par exemple. Pour te donner une idée, c'est simple, on va être large. Une conférence, c'est entre 2000 et 6000 euros. D'accord. C'est ce que je facture en conférence pour une prestation. Mais très large. Et puis voilà, encore une fois, il n'y aura pas de montant de dit. À ce moment-là, pour le vin, il faut savoir aussi que sur une année, j'ai réussi à réaliser plus d'1 million de bouteilles sur la Chine, ce qui est énorme pour quelqu'un qui n'est pas de ce milieu-là. Okay. Parce qu'encore une fois, ça, il faut vraiment... C'est important de le comprendre, Chris. On est dans un système où à l'école, on t'apprend, on te dit que voilà, si tu veux faire quelque chose, il faut que tu sois professionnalisé. Je me rappelle avoir été voir à l'époque un de mes avocats pour me faire un contrat en rapport avec ce business de vin, pour pas me faire entuber. La première chose qu'il m'a dit, le business de vin est très réglementé, vous devez être négociant en vin, etc. J'ai dit non, je ne dois pas être négociant en vin, moi je fais du business avec la Chine, c'est pas les lois françaises, j'achète, je vends, il n'y a pas histoire d'être négociant quoi. Les mecs aussi m'ont bien sûr attendu au tournant. Ah, il se lance dans le vin, il connaît rien dans le pinard, etc. Ouais, c'est vrai, je buvais pas un verre de vin, mais comme les mini-motos, quand j'ai lancé mon premier business, dans 1 an, il est planté, il connaît rien au business, il connaît rien à l'import-export, il connaît rien aux motos. Non, mais t'as pas besoin d'être professionnel pour démarrer quelque chose. Tu passes à l'action et ensuite tu te professionnalises. Beaucoup de gens font l'inverse et en fait, ils font jamais rien. Vous avez compris ça? On passe à l'action et après, on se professionnalise, on se forme. Exactement. Est-ce que tu veux le dire peut-être au micro, c'est important? Ah, ouais, je pense qu'on a entendu. En gros, voilà, pour appuyer vraiment sur ce conseil qui est, selon moi, très précieux, on passe à l'action et après, on se professionnalise, on se forme.
Voilà, beaucoup de personnes en fait appréhendent en fait le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat, essaient de théoriser. Bon, c'est un petit peu ce qu'on apprend aussi à l'école, c'est-à-dire que avant même de lancer un business, on va d'abord peut-être s'occuper du côté légal, donc monter un extrait de cabis, aller voir un comptable, faire un prévisionnel, ouverture de banque, etc. Études de marché, patati patata. Ok, moi aujourd'hui, tout comme toi, je pense. On a toujours, je pense, lancé d'abord le business. Enfin, on est d'abord passé à l'action et après on professionnalise, après on se forme pour ficeler et réduire le facteur risque. C'est un petit peu ça, on est d'accord. Ok. Donc là, si j'ai bien compris, tu es dans les conférences, toujours dans le business de vin. Aujourd'hui, tu fais quoi concrètement sur ta chaîne? Qu'est-ce que tu apprends? Est-ce que tu es encore dans l'import-export? Est-ce que tu donnes des conseils? Enfin, quelles sont un petit peu tes compétences premières aujourd'hui? Il y a énormément de personnes qui te suivent. Moi, j'ai rencontré une dizaine de personnes qui m'ont parlé de toi en bien, aussi bien sur la partie business que sur la partie mindset, très important, parce que vous l'aurez compris, Fabien est un entrepreneur un entrepreneur né, on va dire, où il a démarré très jeune. Il a eu un gros succès, mais aussi une grosse claque. Donc je pense qu'il est bien placé pour parler de mindset, donc d'état d'esprit pour ceux qui ne comprennent pas. L'état d'esprit, ça représente 90 voire 95% du succès d'un entrepreneur, je suppose. Et seulement donc une infime partie va être les actions qu'on va mettre en place et les stratégies qu'on va pouvoir mettre en place. Donc aujourd'hui concrètement, qu'est-ce que tu fais ? Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je suis toujours dans l'import-export, je fais beaucoup de conteneurs mais qui ne sont pas pour moi. J'interviens en tant que consultant, en tant que, on va dire, trader, on appelle ça aussi dans l'import-export en fait le trading. Le trading, c'est quand tu achètes de la marchandise, tu vends de la marchandise, mais tu n'es pas le fabricant en fait. Tu sources en fait, dans le sourcing, sourceur quoi. Je m'occupe d'entreprises qui ont envie d'importer, d'entrepreneurs qui ont envie de se lancer dans l'import-export. Je fais aussi une partie, comme tu l'as dit, mindset qui est très importante chez moi. Ça, je tiens ça de mon parcours de sportif. Et je mets également en place, c'est tout récent, j'ai fait le premier stage d'immersion en Chine, où là, en fait, je prends un groupe de 10, voire maximum 15 entrepreneurs qui me suivent pendant une semaine en Chine, où je leur fais visiter la foire de Canton, les marchés, fabricants, je leur apprends l'import-export. Et puis voilà quoi, je suis toujours dans le business. Bien sûr que moi personnellement j'aimerais reprendre en tant que perso, tu vois, l'import-export. J'adore le mobilier, les meubles, etc. Mais je suis plus assez présent en France, je suis beaucoup en Asie maintenant. Donc je me concentre aussi sur ce que je peux faire, c'est-à-dire accompagner les entrepreneurs principalement quoi. Ok, super. Donc là, consultant, très bien. Tu as aussi également une formation dans l'import-export. Pour toutes les personnes qui désirent se lancer dans l'import-export, c'est ce monsieur qu'il faut aller voir. Je pense qu'il a assez de connaissances à ce sujet. Il vit donc en Asie, il tourne un petit peu partout. Moi je suis très content de te rencontrer, quelqu'un vraiment de très grande valeur, très humble, voilà, c'est pas vraiment une personne qui se tape la grosse tête, mais il va vraiment délivrer énormément de valeur quand on discute avec lui, donc je vous invite vraiment à regarder juste en dessous sa chaîne. Excellent, vraiment excellent. J'ai décidé on a décidé donc de faire l'interview dans ce décor. Je vais quand même expliquer pourquoi. Parce que le requin en fait c'est un animal qui est calme. On a l'impression que c'est un animal quand même qui est calme. Voilà, il tourne comme on peut le voir. Bon, un petit peu comme Fabien. Fabien, c'est vrai quand on le voit, voilà, c'est quelqu'un de très calme, charismatique, posé, même dans sa façon de parler. Il va être vraiment très posé, tranquillou. Mais en même temps, comme le requin, il a un côté un peu féroce, mais ça je pense c'est le côté entrepreneur où on voit qu'il a les dents longues mais il sait ce qu'il veut, voilà. Il faut pas trop l'approcher de trop près si je puis dire. Mais on va dire que voilà, très gentil comme le requin, mais voilà, qui est féroce dans les affaires et qui sait exactement où aller et comment il faut y aller.
Moi j'aimerais qu'on joue à un petit jeu pour juste finir cette vidéo. Alors avant de passer au petit jeu, j'aimerais juste que tu donnes, j'aimerais poser une question en fait que bon nombre de personnes doivent se poser. Alors si tu regardes, si tu es arrivé là, au moment là de cette vidéo, je te dis merci parce que je crois qu'on est à peut-être 45 minutes. C'est quand même pas mal. Non, on doit être dans les 45 minutes. Donc je te dis bravo et là maintenant on peut quand même arriver à la valeur. Donc là on va te donner énormément de valeur. Écoute bien. Moi j'ai une question je pense que je vais te poser, c'est si aujourd'hui tu devais recommencer de zéro. D'accord. Alors quand je dis zéro, c'est aller entre 1005 et 2500, 3000 euros sur le compte. Qu'est-ce que tu ferais avec 3000 euros sur le compte là maintenant? Très bonne question, mon ami Chris. Alors, si j'avais 2500 à 3000 euros, c'est ça, hein? C'est ça. Alors, moi je suis dans une optique très classique. Je suis un mec à l'ancienne. Je serais tout simplement dans le but de faire fructifier cet argent, logiquement, donc c'est-à-dire achat-vente. On va dire que je suis vraiment, c'est des instincts vraiment primaires chez moi dans le business. Je vais pas te dire fais du dropshipping, fais ceci, ça c'est du bullshit, tu vois. Moi ce que je regarde c'est des choses qui fonctionnent, c'est-à-dire j'ai 2500 à 3000 euros, ok, qu'est-ce que je peux acheter qui se vend tout de suite, que je vais pouvoir vendre tout de suite aux gens qui sont à côté de moi, okay. Simplement. Voilà, il y a ça qui se vend, combien ça coûte? Ok, je vais gagner 50 euros dessus. Ça, combien ça coûte? Je vais prendre 2 euros. Ça. Christ, tu recherches quoi? On discute, etc. Tu as besoin de quoi? Je vais faire ce que je faisais quand j'étais gamin. Ok, tu as besoin d'une télévision, etc. Ok, vas-y, je note. Si je peux trouver une télévision, je vais la trouver. En fait, je refais une somme assez intéressante, importante, pour être capable, bien sûr, après, de refaire du conteneur. Parce que pour moi, l'import-export, c'est vraiment le moyen de refaire des gros sous, du gros chiffre. Et ça c'est un message que je passe d'ailleurs à ceux qui nous regardent. Tu veux te lancer dans le business, tu vas regarder quoi, dropshipping, etc. Alors que tout simplement tu vas dans ta cave, dans ton grenier, dans ta cave, etc., ton garage, bref, tu prends en photo toutes les conneries qui te servent plus à rien. Tu vas sur Le Bon Coin, sur eBay, tu mets ça d'occasion et tu vas voir l'entrepreneuriat, il démarre là déjà. Tu as peut-être une petite fortune chez toi qui va te permettre aussi de faire un peu de business un peu plus conséquent. Parce que voilà, le dropshipping, ça demande beaucoup de techniques. Il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas. On te vend ça comme un moyen de t'enrichir rapidement, ce qui est totalement faux. Je suis issu d'une famille de commerçants et je suis attaché aux choses qui fonctionnent. L'achat-vente, ça existe depuis la nuit des temps, ça existera encore dans des centaines et des centaines d'années tout simplement. Ok, super. Donc ouais, c'est vrai que c'est concret, c'est pertinent. Achat, revendre, c'est le meilleur moyen bien, de faire fructifier, de multiplier ce qu'on a donc de base. Si on a 3000 euros, bon bah voilà, on va essayer de passer de 3000 à 4500, de 4500 à 7000, etc. etc. Ok, super. Un conseil pour les personnes qui ont du mal à se lancer, en fait, qui appréhendent de se lancer dans l'entrepreneuriat. Le meilleur conseil que tu peux donner, ça serait quoi? Mon meilleur conseil, lance-toi. Lance-toi, tout simplement. Je le répète, ça a été d'ailleurs le speech que j'ai fait à Macao. C'est la phrase que j'ai fait rajouter dans le speech. Une vie, c'est 30 000 journées. T'as pas une minute à perdre à vivre une vie qui n'est pas la tienne. Si tu as envie de te lancer dans le business, lance-toi. Ça plante, tu recommences, tu refais autre chose. Mais lance-toi. Dans l'entrepreneuriat, c'est quand tu passes à l'action que tu vas rencontrer des contacts sur ton chemin, des opportunités. C'est quand tu te lances en fait que tu découvres le métier. C'est pas en allant à l'école tout simplement, quoi. Et je rajouterai aussi également, en plus du lance-toi, donc du passage à l'action, je rajouterai en fait un point, une façon de voir les choses qui est un peu différente. À partir du moment où tu as à manger, tu as à boire et tu as un toit, tu as le nécessaire pour pouvoir vivre heureux. Tout ce qui est en plus, donc le bonus, c'est que du bonus, c'est que du surplus. Voilà. Donc le fait de se lancer, vous n'avez strictement rien à perdre. Tu n'as strictement rien à perdre de te lancer, à part peut-être de perdre quelques peut-être quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros. Mais comme il disait au début de la vidéo, 9000 euros, il a pris le risque de balancer dans ses seuls 15 000 euros qu'il avait pris un petit peu à droite à gauche, au risque de tout perdre. Mais en même temps, on n'a rien sans rien. Si on ne prend pas de risque, on peut pas se dire qu'on va réussir à atteindre un objectif. Donc voilà, à manger, à boire, un toit,
c'est bien. Tu es l'homme le plus heureux du monde. Tout ce qu'il y a à côté, c'est que du bonus. Donc lance-toi, tu n'as strictement rien à perdre, mais bien au contraire, tout à gagner. Donc voilà, je pense qu'on va terminer sur ces belles paroles. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ça t'a plu, je t'invite à t'abonner. Si tu souhaites découvrir un peu plus Fabien sur l'import-export, sur la partie mindset, entrepreneur, il va te délivrer énormément de conseils. Clique sur le petit lien juste en dessous de cette vidéo. Et puis je te remercie en tout cas de m'accorder ce petit temps et de t'être délivré à nous comme ça. Ok. Merci en tout cas Fabien, c'est cool. T'as peut-être un dernier petit mot à la fin. Ouais, je vais terminer par un petit mot très court, enfin une petite phrase très courte. Voilà, le business, l'entrepreneuriat, c'est un jeu. Il faut que tu cherches à t'amuser. On est décontracté, de toute façon, voilà. Si tu veux faire de l'argent, si tu veux faire des gros chiffres, etc., fais-le de façon décontracte, amuse-toi, prends du plaisir, te prends pas trop au sérieux, tu vois. Enlève le bâton que beaucoup ont entre les fesses et c'est là que tu vas réussir à faire du gros business. Voilà. Parfait. Génial. Merci beaucoup.